Un très beau film, je trouve. Hein. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas allemands, vous connaissez un peu l'histoire derrière? Oui, ça vous dit? Parce qu'on voit quand même l'histoire de la RAF. Ouais, en fait, le film est basé sur des faits réels, mais quand même, c'est très romancé, très fictionnalisé. C'est pas du tout un documentaire, c'est une fiction. Les personnages sont des personnages de fiction, exagérés, des clichés et tout ça. Et c'était aussi un peu voulu parce que j'aime pas trop l'attitude. En fait, j'aime pas trop dire en fait, ça c'était exactement comme ça. Donc, je dis c'était probablement pas comme ça. Mais en fait, ces personnages-là, donc Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Astrid et Torvald Proll, sont venus à Paris en 69, fin novembre, pour 3 semaines. Et après, ils sont partis en Italie. Et Torvald a quitté le groupe. Ça, c'était comme ça. Peut-être que c'était sur un aire d'autoroute vers Strasbourg ou à Paris même. Je ne sais pas. J'ai lu plusieurs informations contradictoires sur ça. Mais oui. Donc, le cadre est réel. Tout autre, j'ai inventé. Comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode de l'histoire vraie? En fait, j'ai trouvé dans un livre des photographies prises par Astrid Proll. On voit les 4 au Café Flore. Et je trouvais ça assez intéressant, en fait, ces gens-là qui n'étaient pas encore terroristes à cette époque-là, qui sont venus juste avant, et c'est encore un peu ludique. C'était à Paris, où j'habite maintenant, depuis 5 ans, et je voulais aussi faire un film historique qui se passe dans les années 70, normalement, mais bon, j'ai opté finalement pour un sujet qui se passe en 69. Et je trouvais ça... En fait, je voulais raconter un peu l'histoire autour de ces photographies. Et il y a maintenant cette scène au café là, dans la brasserie. Et c'est un peu... c'est pas exactement ça. Mais sur les photos, on trouve un cendrier Ricard. Et là, on trouve aussi un cendrier Ricard. Et c'était très important pour moi. Et pourquoi vous avez mis ça en 69? Pourquoi vous n'avez pas laissé les années 70? Parce que c'était en 69. Oui, en fait, ils sont venus à Paris en 69, fin 69. Vous connaissez les personnages, Andreas Baader, Gudrun Ensslin, ça vous dit quelque chose? Je pense d'après ce qu'on sait sur les 2 caractères, ils sont très très bien représentés. Hein. Andreas Baader, celui qui est très éruptif. Je ne sais pas si on dit ça aussi en français, éruptif, on le dirait, ouais. Quelqu'un de très volontaire, pas réglé, qui... Ouais, aussi. En fait, l'acteur prend aussi beaucoup plus de place que, par exemple, l'acteur de Torvald. En fait, il est toujours en train de danser et tout ça. Il fait n'importe quoi. Donc, c'était voulu. Et moi j'adore mes acteurs. Je trouve qu'ils sont les meilleures représentations de ces personnages que j'ai jamais vus dans un film. Mais, vous les avez trouvés comment? Par hasard, en fait, j'ai fait une recherche en ligne et j'ai vu une bande démo de Ben Hartmann qui joue Andreas Baader. Et ça m'a plu. En fait, je me suis dit, en fait, il pourrait jouer ce personnage. Je voulais pas des sosies, mais des gens qui ont un certain air. Et j'ai vu qu'on avait des amis en commun. Donc, j'ai contacté ces amis-là. Ils m'ont donné ses coordonnées. Et donc, je l'ai contacté, lui. Et il était intéressé. Et là, en fait, il a emmené sa copine qui joue Gudrun. En fait, c'est sa vraie copine, en fait. C'est drôle parce que c'est vrai, ça ressemble très bien au physique de Gudrun Ensslin et de Andreas Baader. C'est vraiment très très bien trouvé. Est-ce que vous avez montré ce film aussi en Allemagne? Parce que je pense en Allemagne,
je pense. On retrouve assez rapidement les traces des personnages, tandis qu'en France, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais c'est peut-être même pas nécessaire de connaître le contexte trop, parce que... J'espère que le film marche aussi sans connaître les personnages. Je sais pas, moi je connais trop le film pour dire, mais je sais pas, ceux qui ont vu le film pour la première fois, je sais pas, vous l'avez compris, je sais pas, j'espère. Je l'ai pas encore montré en Allemagne. En fait, aucun festival, parce que ça c'est tellement évident, le contexte, même si ça, bien sûr, ça joue à Paris, etc. Mais le contexte est bien celui de l'Allemagne de cette époque-là. Et c'est aussi les thèmes. Bon, il se trouve que hier soir, on avait aussi un débat plutôt sur mai 68, parce qu'on a un cycle de conférences. La semaine prochaine, d'ailleurs, vous êtes tous invités. Mercredi soir, on aura aussi Daniel Cohn-Bendit qui viendra ici, avec un Allemand, Klaus Leggevi, un politologue. Et ça tournera autour de la pensée d'André Gorz, c'est-à-dire ces idées de cette époque-là. C'est très bien, moi je trouve, bien représenter aussi l'impact de la guerre du Vietnam, aussi ces idées de... Il faut libérer un peu les peuples du tiers-monde. À cette époque, on disait encore Entwicklungsländer en allemand. Je pense, je trouve, vraiment, je suis très positive par rapport à ce film. Très, très, très beau film. Ouais, j'avais peur que les propos dans le film soient trop clichés, peut-être un peu trop appuyés sur la gauche et tout ça. Je sais pas, peut-être ça marche, j'espère que ça marche, mais ouais. Merci. Est-ce que ça a présenté quelque chose pour l'équipe du film qui venait d'Allemagne, l'équipe d'acteurs, de faire un voyage finalement similaire à celui des personnages du film, qui est de venir à Paris, quoi. À toi et à l'équipe du film de recréer un passé. Est-ce que ça a fait des choses émotionnellement, ces deux voyages, donc spatial et temporel? Et deuxième question, comment elle a fini cette bande-là après l'attentat du supermarché? Désolé, je ne connais pas l'histoire. Je pense que les acteurs ont bien aimé le fait de venir à Paris pour un film, mais finalement, ils n'avaient pas beaucoup de temps pendant le tournage pour faire d'autres choses. Alors, je ne sais pas si ça a fait... c'était... En fait, pour moi, c'était très chouette de recréer cette époque-là. J'adore les films historiques, les films d'époque. Exactement, pour la possibilité de recréer un environnement qui n'existe plus. Ça, je trouve assez chouette. Il y a une certaine nostalgie dedans, mais pas la nostalgie pour un temps meilleur ou quelque chose comme ça, mais plutôt pour quelque chose qui n'existe plus. Ouais. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais l'autre... Ah oui, en fait, ils ont mis du feu à 2 grands magasins en 68 déjà. Il n'y avait que du dommage matériel, donc c'était pas si grave, mais ils ont été condamnés. Ils ont été libérés pour un certain temps pendant leur appel devant la cour d'appellation. Je pense que ça s'appelle comme ça. Mais ils ont perdu leur comment ça s'appelle? Leur révision peut-être? Je sais pas. Appel. Ok. Et ensuite ils sont partis en France et en Italie pour pas aller en prison en fait. Et après en Italie ils ont retrouvé un autre membre phare de la
de la génération 68, Horst Mahler, qui est devenu très nazi en fait aujourd'hui. Et avec lui, ils ont fondé le groupe terroriste Rote Armee Fraktion. Et ils ont posé des bombes en Allemagne, aux bases militaires américaines, par exemple. La période des années 70 a été marquée par les attentats terroristes créés par la Rote Armee Fraktion. C'était vraiment un groupe terroriste très violent. Et nombreux. Hein. Nombreux. Il y a plusieurs générations aussi de Rote Armee Fraktion. Et finalement, pour aller vite, après, ils étaient emprisonnés à Stuttgart-Stammheim, et on ne sait pas vraiment dans quelles conditions. Il y en a 4, c'est ça, qui se sont suicidés. En tout cas, on les a trouvés morts dans leurs cellules en 77, je pense, c'est ça. Et pour tout ça, ça a créé un grand mythe aussi et a soulevé beaucoup de questions autour de leur soi-disant suicide, parce qu'on ne savait pas, on n'a jamais vraiment pu clarifier les choses. Mais c'était Andreas Baader et Gudrun Ensslin, c'était les têtes de ce mouvement terroriste. En fait, ils ont été arrêtés en 72 déjà, je pense. Ouais. Et ce qui est peut-être, si on connaît cette histoire, je trouve le caractère de Andreas Baader est vraiment très très bien reproduit ici, parce que c'est quelqu'un de très violent. Tandis que vous avez vu Torvald et Gudrun Ensslin sont beaucoup plus intellectuels. Travail, etc. Elle tape à la machine, elle tape les textes, etc. Lui, il lit. Andreas Baader, je ne sais même pas s'il a eu vraiment fait des études réellement. Ça m'échappe, il me semble plutôt que non. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement, je ne sais pas, violent, très spontané, très incontrôlable, je dirais. Et c'est ça qui sort très très bien, pour moi en tout cas, dans ce film. Mais vous avez peut-être tout à fait d'autres considérations. Félicitations pour le film. J'aurais une question. En fait, en tant qu'une personne qui voit le film pour la première fois, et aussi, je ne connaissais pas l'histoire, ça me donne l'impression que ces personnages étaient des leaders des mouvements des jeunes en 68, une sorte de... je ne savais pas que, en fait, ils étaient condamnés de tout ça. Est-ce que c'est le cas? Ils n'étaient pas des en 68, par exemple. Ils n'étaient pas des leaders, mais ils faisaient partie du mouvement de masse. Ils connaissent. En fait, étant donné qu'ils avaient mis le feu à Francfort dans les 2 magasins, il y avait un procès. Et grâce à ce procès, ils étaient connus, en fait. Mais c'était après mai 68. Et en fait, on voit aussi des images Daniel Cohn-Bendit qui est en Francfort pour soutenir les 4. En fait, ils étaient 4. Il y avait encore Horst Söhnlein avec eux, c'était un autre. Non. En fait, c'était Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Torvald Proll et Horst Söhnlein qui ont mis le feu à Francfort. Hein. Et il y avait un grand écho médiatique et aussi dans les médias alternatifs de ce milieu. Et donc il y avait aussi Daniel Cohn-Bendit qui est arrivé. Ils ont manifesté devant, je sais pas, c'était où déjà? Je pense que le Römer à Francfort, devant le tribunal. Est-ce que c'était difficile de créer l'ambiance des années 60 à Paris, parce que quand même il y a pas mal de signes, disons, de la modernité pendant le tournage?
Ça, c'était intéressant pour moi. En fait, je pense que c'est un succès parce que pendant le film, je regardais s'il y a quelque chose ou pas. Par exemple, je ne sais pas, un signe de Facebook dans le film. Mais c'était difficile par rapport aux voitures, tout ça. Oui, c'était un peu difficile parce que c'est aussi un film à petit budget. Je l'ai autoproduit. Donc, on n'avait pas énormément de voitures anciennes. Et donc, on a trouvé des endroits où il n'y a pas beaucoup de voitures déjà sur l'île Saint-Louis. Et mais aussi, surtout, l'intérieur a dû être modifié. On a meublé un appartement entier, en fait. Et je pense que c'est assez bien fait, je crois. Je pense que c'est très bien fait. Moi. Il y a quand même des anachronismes dedans. En fait, si on connaît vraiment les styles des époques, on dit ah non, ça c'est 80 ou ça c'est 70. Donc, mais je pense que ça va, c'est pas frappant. Un truc gênant. Pour moi, c'est bon. Je pense pour moi c'est naturel parce que en fait l'ambiance des années 60-70 m'intéresse beaucoup. Et donc, oui, naturellement, quand je vois les films qui reproduisent l'ambiance, donc je vais vraiment dans les détails pour trouver. Oui, non, merci beaucoup. C'est en tout cas. Merci. Bon, sur l'avenue Foch, c'était Foch ou Hoche? Foch. C'était tôt le matin, donc c'est pas très réaliste que c'est la seule voiture qui est là, mais bon, c'est comme ça. Hein, Vous avez d'autres questions ou... Bonjour, j'ai bien aimé votre film aussi, même si je ne suis pas du tout de la même génération, et je suis française et donc je connais pas très très bien ce qui s'est passé en Allemagne, même si mes premiers cours d'allemand, je crois, au bout de 2-3 ans, portaient déjà à cette époque sur la bande à Bader. C'était un sujet très important, même au lycée français. Je voulais vous revenir par rapport même à un sujet qu'on a abordé hier, les rapports entre hommes et femmes. Dans cette bande, puisque je connais mal l'histoire de la bande à Bader, le rapport entre l'homme et puis son ami, est-ce que c'était vraiment... Est-ce que vous pensez que c'était un petit peu cette relation de pouvoir et de domination quand il lui dit, par exemple, de rentrer dans la voiture? Enfin, je vous dis ça parce que hier, on a beaucoup parlé du rapport des hommes et des femmes et de l'évolution. Voilà, il y avait ce point-là. Et il y a une autre chose, et j'aime beaucoup votre film, et c'était un sujet d'interrogation pour moi. J'avais l'impression qu'à l'époque, on ne s'occupait très peu, ou en tous les cas, à ma génération après, plus du tout du maquillage pour les filles. C'était plutôt la liberté. Mais ça, je n'en sais rien si c'est... Et ce n'est pas du tout une critique, c'est plutôt des questions. En fait, Andreas Baader était apparemment, en réalité, très macho. D'après ce qu'on sait. Par contre, la Rote Armee Fraktion, donc ce groupe terroriste, en fait, il y avait beaucoup de femmes dedans. En fait, je pense que c'était plus que 50%. Et Gudrun Ensslin, et il y avait aussi un peu plus tard Ulrike Meinhof qui était aussi très intellectuelle plutôt. Et bon, en fait, je pense qu'il y a des contradictions en fait dans des comportements des gens. Ouais, en fait, d'une manière, on lutte pour la libération des femmes, d'autre côté, on se soumet à quelqu'un. Mais je pense que la relation entre Andreas Baader et Gudrun Ensslin était plus difficile. C'est pas en fait noir et blanc. Je pense aussi que je l'ai portraitée plutôt forte. Comme femme qui pense, qui est là, qui a des idées. Et en fait, en tout cas, c'était ce que je voulais montrer. Et par rapport au maquillage, Gudrun Ensslin est très connue. En fait, si on voit les photos d'elle des années 60, elle est très très maquillée en fait autour des yeux. Ouais.
Et en fait, cette scène entre Astrid et Gudrun dans la salle de bain, c'est un peu, en fait, la plus jeune veut un peu être comme la plus âgée, donc c'est pour ça qu'elles se maquillent ensemble. C'était l'idée derrière. J'en profite du coup. Et est-ce qu'il y a eu des résonances avec l'actualité du terrorisme en France au travers du processus du film? Est-ce que toi, ça t'a fait réfléchir d'une manière différente par rapport à ça ou... En fait, à l'époque, dans les années 70, il y avait des relations entre les groupes terroristes allemands, palestiniens aussi, IRA, donc les Irlandais aussi. En fait, il y avait vraiment une mondialisation du terrorisme à cette époque-là. On s'est entraidés aussi. Mais par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve qu'il y a une grande différence. En fait, bon, c'était des terroristes aussi, mais ils ont visé des ciblés très spécialisés en fait. Des Américains, des militaires, des industriels. C'était pas en fait pour faire le plus grand dégât possible en fait. C'était pas ça. Et je pense que les gens à l'époque, ils se sont radicalisés eux-mêmes. En fait, il n'y avait pas un grand leader derrière qui voulait les manipuler, en fait, je crois. Et aujourd'hui, je ne sais pas, avec les islamistes, je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui profite des gens radicalisés politiquement aussi. Donc... Mais par contre, je pense qu'il y a une parallèle des jeunes qui ne savent pas quoi faire avec leur vie, qui veulent donner un sens à leur vie. Ça existe. Je pense que c'est la même chose, ou c'est similaire. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre les deux formations de terroristes ou terrorisme. Je dirais que non, mais si jamais ça serait le dernier point que vous avez évoqué, hein, d'après moi. Mais toute cette période-là était très marquée par une idéologie. Hein, et ceux qui connaissent, c'est pour ça il faudrait montrer vraiment le film aussi en Allemagne. Parce que ça commence déjà avec les deux grands livres bleus. Ça, c'est le Capital, hein, Marx et Marx. C'était toujours les deux bleus, les deux livres bleus qui étaient vraiment... moi je dirais, dans toutes les bibliothèques privées des étudiants, il y avait ces deux livres bleus. Parce que c'était l'époque où on achetait ces livres en RDA d'ailleurs, hein, c'était pas très cher, et c'était l'époque où on étudiait des textes Marx. Donc vous les avez vus? Je les ai vus, très, très absolument. Ça me parle. Et en fait, il y a des petits trucs dedans. En fait, c'est la jeune fille qui les accueille et parle de Danny. Bon, c'est peut-être Danny Cohn-Bendit. Il est au courant de ça? Non, je crois pas. De mon film? Non, il pas. Je pense pas. Non. Et en fait, apparemment, ils ont logé chez Régis Debray pendant cette période, qui était vraiment en prison en Bolivie en même temps. Et bon, dans le film, il s'appelle Régis Dubois. J'ai un peu changé son nom. Mais ouais, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est peut-être marrant. Ouais. Comment est-ce que vous avez trouvé cet appartement? En fait, j'habite dans cet appartement. C'est notre colocation, en fait. On est 5. À cet endroit-là? Oui. Mais c'est pas comme ça, en fait. Hein. La seule chose que je m'étais posée en regardant le film, c'est effectivement, moi j'avais fait, comme je suis française, un peu le rapport Régis Debray.
Par contre, au niveau du lieu, j'ai bien compris que vous choisissiez un lieu où il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais est-ce que c'était à l'île Saint-Louis, où il y avait l'appartement de... Je crois que non. J'ai juste lu que c'était près de Notre-Dame. Bon, ça pourrait être là, mais d'accord. Je ne sais pas. Mais c'était juste pour le lieu, pour des facilités de tournage. Entendu, merci. Bon, merci beaucoup.